Bonjour tout le monde, ça va bien? Yeah boy. Ça va bien? Ouais, ça c'est mieux. Good. Hey, j'espère que vous aimez entendre parler d'un sujet technique. Aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de parler trop des savoir-être, ces choses-là. Il y a des gens qui me disent que je suis pas très bon là-dedans. Donc, je me concentre sur les volets techniques d'habitude. Puis aujourd'hui, j'ai justement un super sujet pour vous autres. Donc, ceux qui sont en arrière, juste pour prévenir, tantôt, je vais heureusement ou malheureusement montrer du code. Donc, si vous ne voyez pas bien, vous pourrez vous approcher. J'essaie de grossir au maximum, là, mais il faut que ça rentre dans l'écran. Donc, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Delan. J'ai présenté quelques petites présentations ici et là à l'âge de tour déjà. Puis aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous amener un sujet que je trouvais, que j'ai découvert récemment, que je trouvais intéressant, qui vous amène peut-être une nouvelle approche pour développer dans un contexte d'agilité. Puis, donc c'est ça, on va essayer de passer à travers un peu le rationnel derrière ça, pourquoi on ferait ce choix-là, qu'est-ce qui m'a amené à expérimenter ça. Puis, on va essayer de détailler un peu les concepts à travers ça. En levant la main, il y en a-tu qui sont des développeurs ici, ou des développeuses? Développeurs, je ne sais pas. OK, puis il y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler de développement de leur vie? OK, c'est bon, parfait. Moi, j'aime ça dire que je suis un développeur, mais dans la réalité, je développe plus beaucoup, là, malheureusement. C'est encore ça qui me garde intéressé dans mon domaine, par exemple. Donc, je suis toujours en train de rechercher les nouvelles choses à apprendre au niveau du développement logiciel. Donc, c'est jamais bien loin. Donc, voilà. Petit avertissement avant de commencer. Certaines diapositives que vous allez voir aujourd'hui qui pourraient être choquantes. D'un point de vue développeur qui cherche à parfaire ses connaissances, à parfaire ses pratiques depuis des années, vous allez peut-être trouver qu'il y a des choses là-dedans qui sont un non-sens. C'est correct, il faut l'accepter. Si on veut innover et faire les choses différemment, des fois, il faut se donner le droit de faire les choses différemment, puis de ne pas respecter certains principes. Puis, comme si vous êtes familier avec les concepts d'architecture, vous savez que de toute façon, c'est une notion d'équilibre. On fait des compromis en architecture, on va prioriser quelque chose pour déprioriser quelque chose d'autre, donc quelque chose va payer. Puis, dans ce cas-ci, on va passer à travers certains éléments. Vous allez voir, il y a des choses qui pourraient apparaître être un non-sens, mais on va essayer de leur donner du sens un peu. Donc, avant de commencer, je voulais juste mentionner qu'il y a beaucoup de choses dans cette présentation-là qui viennent d'un monsieur qui s'appelle Jimmy Bogart. Pour ceux qui sont dans le monde .NET, c'est peut-être un nom qui est familier pour vous. Entre autres, l'auteur de Automapper et de Mediator. C'est quelqu'un qui a travaillé cette approche-là depuis des années, depuis, je pense, 2008 à la limite. Donc, ce n'est pas une approche qui est extrêmement nouvelle. Par contre, c'est quelque chose qui est de plus en plus qui augmente en popularité. Même qu'il y a une présentation cette année à la conférence .NET qui va être spécifiquement là-dessus. Donc, quelque chose qui prend de l'ampleur tranquillement. Puis, donc, l'idée originale, certaines diapositives qui viennent de lui. J'ai eu son accord un peu tacite. J'ai parlé sur GitHub. Puis, on essaie de comprendre les deux. C'était quoi la licence qu'il avait mis sur son repo. Puis en tout cas, j'en ai conclu que c'était correct. Donc, avant de commencer, on va parler d'architecture aujourd'hui, architecture logicielle. La présentation s'appelle Architecture par tranche verticale. En passant, c'est un mauvais nom un peu pour les concepts que je vais vous montrer, mais c'est le nom qui est le plus répandu. Donc, si je vous mets un nouveau nom, vous ne savez pas c'est quoi. Puis mais avant ça, pour savoir, quand on parle d'architecture, je voulais quand même mentionner quelques caractéristiques que moi je trouve importantes dans une architecture logicielle. Puis, on va partir de là pour voir après ça si ce que je vais vous montrer est aligné avec ces principes-là. Donc, pour moi, les premiers principes qu'on doit soutenir avec nos architectures, c'est les principes solides. Y en a-t-il qui ne savent pas c'est quoi les principes solides? Vous avez le droit, c'est correct. OK, mais pas beaucoup, c'est parfait. Dans le fond, les principes solides, c'est des principes qui vont nous guider dans la réalisation de notre code, qui vont faire en sorte qu'on va faire du code plus modulaire, plus facile à maintenir, puis qui vont nous orienter un peu dans la prise de décision quand on veut savoir si on devrait faire une autre classe, est-ce qu'on devrait mettre les deux bouts de code ensemble. Je vous résume ça très simplement, mais c'est des principes qui sont super importants à savoir pour quand vous arrivez à faire du code, pour vous guider finalement pour savoir comment écrire votre code. Donc ça, il faut respecter ces principes-là. Le premier est le Single Responsibility Principle, le S de solide. Puis, on va essayer, pour chacune des classes qu'on crée, d'avoir une seule responsabilité. Donc, ça va nous amener à créer des classes plus petites, plus simples, puis avoir des morceaux de code maintenables plus faciles à maintenir. La deuxième chose qu'on cherche dans une architecture logicielle, c'est d'être capable d'isoler notre logique d'affaires. Je dis ça parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que quand on faisait un logiciel,
on avait besoin, il y avait des choses qui changeaient souvent, puis il y a des choses qui changeaient moins. Si vous faites un logiciel pour une compagnie d'assurance, admettons, il n'y en a presque pas à Québec, fait que c'est un scénario un peu fictif, là, mais ça se pourrait que vous gériez pas mal tout le temps des polices d'assurance. Puis, ça se pourrait, par exemple, que dans 10 ans, le framework JavaScript que vous utilisiez n'existe plus. Donc, il y a des choses qui changent plus vite que d'autres. Puis, on va essayer de concentrer nos efforts, de pérenniser les éléments qui sont les plus durables, puis de les rendre moins perturbables par les éléments externes. Donc, d'isoler notre logique d'affaires, généralement, c'est ce qu'on cherche à faire pour être capable de conserver le cœur de notre business, puis de pouvoir être capable de changer les éléments environnants pour pouvoir utiliser la même logique peut-être dans d'autres contextes. Donc, j'ai un peu spoilé le troisième point, qui est en fait, on veut un couplage faible aux dépendances externes. Si on a des librairies UI, on a d'autres systèmes avec lesquels on interagit, on a peut-être une base de données avec laquelle on va devoir travailler, bien, on ne veut pas nécessairement être marié avec ça pour la vie, puis être obligé de réécrire notre système si on devait changer la base de données. Bon, c'est un beau principe. Combien de personnes, à part peut-être une personne que je connais ici, là, ou deux, là, qui ont vraiment vécu un changement de SGBD? Là? À peu près autant que des gens qui ne connaissent pas les principes solides. Fait que ça n'arrive pas souvent. Là. Fait que, des fois, en principe d'architecture, on va essayer de gérer le risque ou la probabilité que quelque chose arrive versus la quantité d'efforts qu'on doit y mettre. Par exemple, il faut que ça soit testable. Fait que ça, on ne s'en sort pas. On travaille en agilité, en une conférence Agile Tour. Si on veut être capable de faire des itérations, de modifier notre code d'itération en itération, mais il faut qu'on soit capable de le tester puis d'automatiser ces tests-là. Si vous faites des itérations sur votre code puis vous n'avez pas de test automatisé, bien, après 3-4 itérations, vous allez sûrement dire à votre PO, moi, ce bout-là, on est mieux de ne pas y toucher trop, là, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va réagir puis je ne suis pas capable de le retester. Donc, principe solide, isolation de la logique d'affaires, couplage faible, on ne peut jamais atteindre le zéro couplage, puis on veut une certaine testabilité dans notre architecture. Avant d'arriver là, ouais, bon, on peut y arriver, je vous l'ai déjà montré de toute façon. Avec les années, j'ai travaillé sur des projets où on a fait des refontes de systèmes qui étaient faits avec des technologies que vous n'avez jamais entendu parler, puis qu'on a essayé de taire par après. On a fait des projets de conversion de ces applications-là, de réécriture, ce qui m'a amené à faire une première présentation un jour sur la dette technique pour essayer de communiquer cette espèce d'aspect-là de on accumule de la dette dans nos systèmes. En ayant vécu des projets de refonte comme ça, j'étais toujours à la quête de c'est quoi la meilleure architecture logicielle possible pour ne pas vivre ces scénarios de réécriture-là. Ce qui nous a amené tantôt à parler, vous vous souvenez, d'isolation de logique d'affaires. Bon, on essaie de ne pas tout réécrire, on va se donner des règles pour être capable de faire évoluer nos systèmes. Tranquillement, j'en suis venu à développer. Alors, on a passé par le N-tiers, ceux qui sont vieux comme moi, là, on a entendu parler de N-tiers. Il y avait 3 tiers, il y avait N-tiers parce que 3 c'était passé. Après ça, est arrivé à peu près, après ça, plusieurs concepts d'architecture qui ont été nommés différemment, mais qui étaient sensiblement gouvernés par les mêmes principes. Vous avez peut-être entendu parler d'architecture hexagonale, port and adapter, architecture en oignon. Puis le terme qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le clean architecture, qui est arrivé plus tard un petit peu, puis qui a été documenté par l'oncle Bob. Je sais que c'était peut-être pas toujours bon à citer là, de ces jours-ci, mais bon, c'est quand même lui qui l'a documenté comme ça. Puis le gros point commun que toutes ces architectures-là ont, c'est qu'on va inverser les dépendances pour que nos couches externes, dans le cercle ici, c'est souvent représenté par des cercles concentriques comme ça, on va dire que les couches à l'extérieur doivent dépendre des couches à l'intérieur et jamais l'inverse. Donc, notre logique d'affaires, si on veut l'isoler, la rendre moins dépendante, perturbable par des changements externes, elle ne doit pas dépendre d'un framework technique ou d'une librairie UI ou quelque chose comme ça. Donc, le sens des dépendances va toujours aller vers le centre. Puis, c'est la principale règle qu'on a à respecter pour avoir le plus grand découplage. Ce principe d'architecture-là est surtout orienté logique d'affaires et beaucoup entité donnée, où on va mettre l'entité au centre, puis on va construire autour de ça, puis en espérant que notre logique d'affaires se concentre sur nos entités. Ce qui est vrai, puis pas toujours vrai en même temps, parce qu'il y a des fois, on a des cas simples où on dit, ben OK, je vais aller chercher un client, je vais modifier le client, puis je vais le sauvegarder. Ça, c'est le concept simple. Dans la réalité, c'est rare qu'on a vraiment juste ça à faire. Souvent, on va aller chercher l'information du client, on va chercher ses commandes, on va chercher plein d'affaires, on va essayer de faire
des modifications ou des calculs avec ça, puis on va générer un traitement ou une mutation sur les données par après. Donc, Clean Architecture est surtout aussi un style d'architecture qui est très, très associé à tout ce qui est DDD, Domain Driven Design, puis qui va nous permettre de gérer une complexité logicielle qui est plus grande en général, puis qui va nous aider justement à designer notre système de manière très découplée, très modulaire. L'affaire, c'est que beaucoup de systèmes que je fais, c'est pas toujours vrai que c'est si complexe que ça. On a souvent des cas dans une application où on a besoin d'aller chercher des données, les afficher à l'écran, puis de peut-être même pas les sauvegarder, ou des fois on va juste faire des changements très simples, puis on doit les sauvegarder. Dans un cas comme ça, traiter avec le Clean Architecture, ça devient un petit peu tannant. Ça devient un peu lourd, puis ça devient un petit peu plus compliqué pour les gens de commencer simplement. En Clean Architecture, la manière que ça fonctionne, j'ai mis un petit exemple pour imager. On va avoir notre élément d'entité. Ici, j'ai pris le fameux exemple de gérer sa liste de to-do. On a un élément de to-do qui va être notre entité, qui va contenir une description probablement ou un titre, quelque chose comme ça. Puis on va souvent implémenter un use case qui va être... Tous nos use cases, en général, devraient être regroupés dans une classe qu'on va appeler un service to-do. On peut penser à ajouter un to-do, supprimer un to-do, peut-être calculer combien j'ai de to-do, des choses comme ça. Puis pour ce service-là, on va créer deux abstractions. Le premier étant le point d'entrée pour le service, parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'on soit couplé entre notre UI ou notre API et ce service-là directement. On peut pouvoir changer l'implémentation ultimement. Donc, on a ce que Port Adapter va appeler des IO ports, Input-Output ports. Je vais avoir une interface d'entrée pour mon service. Puis mon service va aussi dépendre d'une abstraction lui aussi, qui est le I2Do repository. Parce que je ne sais pas en réalité mes données vont se sauvegarder dans quoi. Parce que je veux être capable de changer ma base de données plus tard. Ça n'arrivera pas, mais il faut être capable de le faire. Donc, pour implémenter le I2Do repository, je vais peut-être avoir dans le monde Microsoft.NET un Entity Framework To Do repository. Puis peut-être dans un contexte de test, bien, mon repository va être complètement autre chose. Je vais vouloir le remplacer par une autre implémentation. Du côté UI ou API, bien, on a un framework. Souvent, on va entendre parler d'un contrôleur. En Java, je pense qu'il y a des Spring Boot, en tout cas Spring quelque chose. Il y a sûrement un Spring quelque chose pour ça. On a la notion de contrôleur aussi souvent. Donc, le contrôleur va venir recevoir la requête web, souvent dans une application web, puis va après ça passer la main à notre service, qui lui est plus dans notre core business. Donc, juste pour aller chercher une donnée, puis la sauvegarder, j'ai besoin de tous ces différents éléments-là. Puis un développeur qui doit faire une modification, bien, il doit savoir, cette structure-là, puis il doit savoir aussi comment naviguer à travers tous ces éléments-là pour arriver à faire sa modification. Puis là, vous voyez peut-être un peu un élément de complexité qui arrive, puis c'est là qu'on s'en va tranquillement. Un autre problème avec le Clean Architecture, savez-vous c'est quoi? Il y a eu un livre là-dessus en passant, Clean Architecture. Puis je soupçonne que 95% des gens qui ont lu ce livre-là, qui n'ont pas lu le dernier chapitre. Moi, j'étais un gars un peu bizarre. Là, quand je lis un livre, je le lis vraiment du début jusqu'à la fin. Puis je vais même lire les appendices, puis la préface, puis tout ça. Mais le dernier chapitre, c'est le plus important parce qu'il est lui qui nous explique comment on devrait regrouper nos différents éléments en composants. Puis quand on cherche sur Clean Architecture, on va trouver les templates sur Internet, sur GitHub. On va toujours trouver des templates qui ressemblent à peu près à ça. On va séparer notre architecture en composants en fonction des couches techniques qu'on voudrait avoir dans notre application. Ce qui fait que vous partez de n'importe quelle application aujourd'hui avec ce template-là, puis ça fonctionne. J'ai une couche application, j'ai mon domaine, j'ai une couche d'infrastructure qui est un de mes cercles à l'extérieur, j'ai ma couche web qui était mon framework, le point d'entrée, parfait. Mais ça fait quoi ça? Ça gère-tu des assurances ou ça gère, je ne sais pas moi, des patates ou ça gère je ne sais pas moi, un cinéma? On ne sait pas. Puis le concept qu'on veut, c'est que pour être capable de maintenir un système facilement, on veut que ça soit facile de comprendre notre architecture et de comprendre ce que ça fait. Donc, en un coup d'œil, ce qu'on vise, c'est qu'on ait une image facile de ça fait quoi ce système-là. Puis si j'ai une modification à aller faire, je ne devrais pas chercher puis me poser des questions, savoir où est-ce qu'elle doit être faite. Dans un contexte comme ça, bien, on a un peu plus de misère. Puis c'est pas de la faute à Clean Architecture, mais c'est un peu comment l'industrie l'a digéré puis s'est mis à l'utiliser. Fait qu'on pourrait faire une présentation sur comment faire du Clean Architecture correctement. Mais en me posant les questions pour certains projets, j'ai découvert une autre technique qui était quand même intéressante et qui était une alternative
à ce genre de problématiques-là. Donc, les inconvénients de structurer en couche, j'en ai mentionné quelques-uns. Donc, naviguer dans le code, c'est un peu compliqué. Quand on arrive pour débugger, on va passer par plusieurs fichiers. Donc, on a plusieurs onglets à ouvrir dans notre éditeur. Puis là, je vous ramène un peu au travail de développeur, là, vraiment au day-to-day. Puis, on a plusieurs éléments à charger en tête, si on peut dire, à charger en mémoire pour arriver à comprendre, synthétiser le flow d'informations puis la structure de tout l'enchaînement des structures de contrôle dans le code. Donc, ça fait quand on va faire une modification, bien, ils sont éparpillés dans plusieurs fichiers, puis il faut coordonner tout ça, nous, en tant qu'humains. Un des symptômes aussi que j'ai vécu avec Linarc, c'était qu'on avait parfois des classes. À un moment donné, on dit aux développeurs, bien, voici les cercles que vous avez en place. Vous avez la couche UI qui doit parler à une couche service, qui doit parler à une couche entité. Mais si on n'a rien à implémenter dans la couche service, qu'on a juste besoin d'interagir avec une entité, on n'a pas vraiment besoin d'implémenter un use case. Mais là, quand on commence à expliquer à un développeur, pas tout le temps, généralement, ça crée des dérives ou encore on leur dit, bien, fais-le tout le temps comme ça va être plus simple. Puis là, je ne dis pas que les développeurs, c'est des abrutis. Là. Je dis juste qu'on est dans des projets où on veut aller vite, puis tout ça, puis c'est plus facile de répéter ce qu'on fait déjà tout le temps. Sauf que ça donne lieu des fois à des classes qui n'ont pas de raison d'être, comme ce que moi j'appelle des classes passe-plat, où on a souvent un contrôleur qui reçoit une requête, qui passe ça à une classe de service qui ne fait rien, qui retourne ça, qui est capable d'un repository, puis qui retourne l'information finalement UI. Mais j'ai une couple de classes là-dedans qui servaient à pas grand-chose, mais j'ai du code de plus à maintenir, des fichiers qui apparaissent dans mon arborescence. Ce n'est pas un énorme problème en soi, mais c'est quelque chose qui m'achalait, puis je me suis dit, bien, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'autre. Donc, en Clean Architecture, l'industrie, c'est comme un peu, ou peut-être parce qu'on ne partage pas assez sur les bonnes façons de faire, mais on regroupe les éléments en fonction des couches techniques souvent à tort, puis on ne devrait pas. Mais de défaire ça, c'était comme un peu difficile. Puis on les regroupe de cette manière-là pour être sûr qu'on n'a pas de couplage trop fort entre les différentes parties, parce qu'on va être capable de tester puis de moquer certains éléments pour être plus efficace dans nos pratiques. Mais si on s'était trompé, en fait, puis qu'en réalité, l'élément de cohésion qu'on cherche à avoir n'est pas nécessairement sur tous les changements qu'on veut faire sur les données, mais plutôt sur les changements que le développeur doit faire. Parce que c'est assez rare qu'on va vous dire dans une story, dire, ben là, OK, vous devez aller changer l'obtention, la mise à jour et la suppression d'un élément parce qu'on vient de rajouter rajouter un champ, ça serait un bon exemple, là. Mais on a un client qui a décidé qu'il changeait sa règle d'affaires pour une sauvegarde. OK, mais ça touche juste un des use cases qu'on disait, soit la mise à jour. L'obtention, peut-être qu'on va avoir plusieurs obtentions différentes pour plusieurs écrans. Je fais un nouvel écran, je vais rajouter un endpoint pour sortir de l'information. Pas nécessairement besoin de changer la mise à jour, peut-être que oui, mais encore là, je n'ai pas à travailler tout le temps sur les mêmes objets en même temps pour tous ces scénarios-là. Généralement, la tâche va être séparée différemment. Donc, ce qu'on cherche à faire avec la proposition d'aujourd'hui, c'est de favoriser la cohésion, toujours, et un découplage certain, mais en s'orientant vers les tâches que le développeur a à faire. Donc, plutôt que de séparer ça de cette façon-là, comme on le voit souvent, puis là, c'est un peu parle au mur, hein? C'est mieux là. Et c'est là que devient le terme tranche verticale. C'est qu'on va prendre une tranche verticale, vertical slice, de nos différentes couches, puis ça va devenir notre élément de cohésion, puis là où on va regrouper finalement les éléments ensemble dans notre code. Donc, l'architecture par tranche verticale, ça se veut une façon de modéliser et d'organiser notre code basé sur les axes de changement de ce code-là. Donc, si dans vos tâches quotidiennes, vous êtes amené à changer le code en fonction de je suis en train d'ajouter ou je suis en train de modifier un scénario quelconque dans mon application, bien, on va regrouper les éléments ensemble de cette façon-là. Donc, prenons par exemple un service assez typique, là, mais ici, ce serait pour gérer des to-do, mais ça pourrait être n'importe quel type d'entité. On va souvent avoir un create, un read ou un get quelque chose avec peut-être une fonction d'export, des choses comme ça. Toutes les différentes opérations reliées aux mêmes entités vont être regroupées ensemble. Puis ce qu'on va vouloir faire avec le vertical slice, c'est en fait de créer une classe pour chacun des use cases qu'on a. Mon application, je vais être capable de créer des to-do, je vais être capable de les lire, puis je vais être capable peut-être de les exporter. Mais ça, c'est 3 use cases, 3 cas d'utilisation de mon application qui sont différents, puis je vais les isoler dans des classes différentes.
Donc, mon élément de cohésion, comme je disais, plutôt que d'être mon entité, devient plutôt mon cas d'utilisation dans mon application. Ici, j'ai mon export to-dos, qui va être mon use case, dans lequel je vais avoir différents éléments qui vont être regroupés à l'intérieur. Soit la commande, l'objet qui va me servir de point d'entrée pour spécifier ce que je veux faire. La réponse, donc si j'ai un résultat à retourner ou si j'ai une confirmation d'exécution, des choses comme ça, ça va être mon objet réponse. Puis le fameux handler, j'aime pas le nom, mais à un moment donné, on se retrouve à avoir juste des handlers, c'est un peu plate, mais ça se trouve être l'implémentation finalement du comportement, de l'action que j'ai à poser dans mon cas d'utilisation. Qui dit séparer chacune des méthodes en différentes classes dit aussi qu'on va séparer encore plus que ça la tranche. Je vous rappelle, on parlait d'une tranche verticale, on va la faire assez mince, puis on va séparer les requêtes, donc les queries, on va les séparer des commandes, des opérations qui vont générer un changement sur l'état de mon système, l'état des données. Donc, pour une query, pour un use case d'obtention de données, par exemple, bien, je vais avoir un objet query, un objet handler, puis un objet response. Puis à toutes les fois, on va prendre cette même structure-là, puis on va en faire une nouvelle pour les différents cas d'utilisation. Même chose pour la commande. Pourquoi on sépare les deux? Parce qu'en général, on a besoin de deux structures de données différentes pour nos cas d'utilisation. Donc, si je fais une requête dans mon système pour aller chercher des éléments, probablement que je vais spécifier soit des critères de recherche ou je vais spécifier juste l'identifiant de mon objet, parce que c'est celui-là que je veux, je le sais déjà. Puis, c'est tout ce que j'ai besoin pour obtenir mon information. Tandis que quand je vais sauvegarder, bien là, j'ai besoin de toutes les informations de mon entité pour y arriver. Puis peut-être que là, à ce moment-là, j'ai des scénarios où je mets à jour certains objets, certaines propriétés, certains attributs, puis dans d'autres scénarios, c'est d'autres attributs, puis ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, on va se donner le droit d'avoir des points d'entrée différents aussi, dépendamment des cas d'utilisation qu'on a dans l'application. La prochaine slide, c'est là en général que les gens ont des maux de cœur ou décident de quitter la salle. Mais restez avec moi, c'est correct. On apprend à vivre avec ça, avec le temps. Donc, ce qu'on va faire, vous vous rappelez, on veut favoriser la cohésion, on va regrouper ensemble les différents éléments. Dans le même fichier, on va regrouper tous ces éléments-là pour faciliter la vie du développeur pour qu'il arrive à faire sa modification. On aurait pu tout mettre ça dans le contrôleur, ce qu'on faisait peut-être quand on était moins habitué à faire l'architecture. Donc, on sauvait un get client, puis là, je mettais tout mon code dans le get client, puis je retournais ça, et voilà, merci. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas super optimal. Donc, on peut séparer ça en différentes classes. Donc, comme je disais tantôt, commande, la réponse, on a notre handler, parfait. Ici, on a même des concepts de domain-driven design où on a un événement pour dire qu'il y a un élément qui a été créé. Mais tout ça, on va le regrouper dans le même fichier. Puis dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, on a même rajouté un peu à l'audio en créant une classe qui est create. En fait, on a un namespace qui est to do, puis on a une classe qui est create, puis en dessous, on a juste des classes command, response, handler. Fait qu'on n'a plus besoin de chercher comment nommer nos affaires. On n'a plus besoin de se dire, hey, il y a beaucoup de répétitions dans le nom des méthodes ici. Donc, on fait des classes imbriquées. On ne fait jamais ça d'habitude. Mais pour ça, ça marche bien. Donc, à un seul endroit, si je dis à un développeur, hey, il faut que tu aies modifié la création des to-do, ben, il y a juste un fichier à consulter et c'est où qui doit aller. Évidemment, la vie n'est pas toujours aussi simple. On n'est pas toujours en train de faire des applications CRUD où on dit, ben, j'ai juste besoin d'aller chercher des objets et de les retourner. Je le sais. Mais, en agilité, on veut travailler en itération. On dit souvent qu'on veut que l'architecture émerge, puis on ne veut pas faire de l'over-engineering pour des besoins qu'on n'aura peut-être pas. Yagni, toutes ces affaires-là, hein, si vous venez souvent à l'Agile Tour, toutes des affaires que vous avez déjà entendues. Donc, on veut commencer simplement, puis se donner le droit d'adapter notre logiciel, réagir aux changements au fur et à mesure qu'on comprend le domaine d'affaires. Puis ça, il faut se laisser guider parce qu'on va apprendre les différents scénarios qui vont être injectés dans l'application et tout ça. Mais c'est tannant de partir avec une structure préétablie puis se rendre compte par après qu'on a fait une grosse structure puis finalement, ce n'était pas ça qu'on avait besoin. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on commence avec le plus simple possible. Donc, on va avoir une classe qui va gérer notre use case, ici, handle. Puis, tout ce qu'on fait ici, finalement, c'est qu'on ajoute notre élément,
on sauvegarde, on l'ajoute à la collection, on sauvegarde, et voilà, on retourne l'ID. Rien de plus simple. J'ai pas plein de fichiers à modifier, j'ai pas plein d'affaires à gérer, tout va bien. Puis, généralement, c'est le pattern le plus simple à implémenter. Des gens qui ont inventé Ruby on Rails et qui vivent là-dessus depuis des années. C'est une blague. Donc, ça, c'est la façon simple de commencer, un transaction script. Puis moi, ce qui me manquait dans les années, c'est pourquoi je partais avec Clean Architecture, c'est que c'était comme un peu difficile d'expliquer aux gens comment détecter une problématique d'architecture pour arriver à faire du refactoring. Si on dit aux gens, ben code tout dans le contrôleur, puis on ne leur dit pas, ben refactor différemment après, quand tu vois que c'est trop gros, ben ça va créer du code spaghetti, puis on va arriver avec un problème de maintenance assez vite. Tandis qu'en vertical slice, comme ça, on commence avec ça, on le sait d'avance, qu'on commence comme ça, mais qu'on ne finira pas comme ça nécessairement. Puis pour les cas simples, on en reste là. Puis quand il y a des cas plus compliqués, ben on va faire du refactoring. Avant d'aller là, je vais vous montrer un peu un exemple, parce que je sais que c'est un peu abstrait avec des slides. Puis en même temps, faire une présentation, moi, sans montrer du code, je me sens pas bien là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple qui est disponible sur GitHub, qui est un template d'architecture pour le vertical slice. Il y a un ou deux choix douteux que je vais passer par-dessus, mais en gros, ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans mon application ici, si je cherche comment elle est structurée, j'ai une application dans laquelle j'ai des éléments communs, parfait. J'ai des entités, OK, bon, ceux qui sont familiers avec Entity Framework vont se retrouver assez vite, mes entités vont être là. Après ça, j'ai des features. Features en dessous d'application. Ça me parle. Après ça, j'ai infrastructure pour avoir les éléments plus bas niveau, puis des value objects parce que j'aime le DDD. Bon. Dans mes features, j'ai to-do items, to-do list, donc je vais pouvoir gérer des listes de to-do puis des items de to-do list. Puis si je regarde to-do items, ben là, j'ai justement mon create to-do, delete. Donc mes use cases sont là dans mon application. J'ai une application qui a des features qui sont de gérer des to-do, puis ici, j'ai ma création d'éléments et tout ça. Donc si je suis un développeur, je dis, OK, ben là, il faut que j'aille ajouter une nouvelle façon d'obtenir des to-do. D'après moi, ça va se jouer ici, puis je vais rajouter une classe qui est d'obtenir des to-do selon un certain critère. Donc, si on regarde Create, dans le même fichier, je me retrouve à avoir ma commande, mes validations, mon handler, un événement. Et dans ce contexte-ci, c'est là où je suis un peu moins d'accord, on met même le contrôleur ici. Dans le contrôleur, tout ce qu'on a, c'est finalement une définition pour la route sur laquelle on va écouter. Donc, l'appel HTTP va se faire sur cette route-là. Puis après ça, on passe le contrôle, on lance notre commande, puis ça va être attrapé juste en dessous. Donc, plus une navigation entre les fichiers, de où est-ce que ça s'en va, je suis en train de me perdre, je change de projet. On est tout le temps au même endroit. En plus, ce que ça nous permet, à tort ou à raison, c'est de pouvoir utiliser des objets qui ont une très forte puissance, comme le contexte de notre ORM, des choses comme ça, qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'on encapsulait dans des repositories pour se faire une couche d'abstraction. Mais tout ce code-là que vous faites, que vous développez, puis que vous rajoutez des abstractions par-dessus, ça devient du code à maintenir, puis c'est plus long à faire. Donc, si on vous dit, « Hey, je veux créer un élément to-do, fais-moi ça le plus vite possible », paf! TDD. Je fais mon test qui fail, implémentation minimale, test passe, terminé. Si j'ai un autre use case qui arrive, là, je vais faire du refactoring. On ne devrait pas over-engineer à toutes les fois quand on fait du code. Donc, en espérant que ça parle un peu plus, ce que moi j'aurais changé, par exemple, ici, c'est peut-être de séparer de garder finalement dans la couche API, un projet API, vraiment les dépendances par rapport au contrôleur là-dedans. On aurait pu faire exactement la même chose, puis séparer, mais encore là, si vous voulez changer la route, vous allez vous retrouver à faire à deux endroits. Fait, encore là, un compromis. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que le fait de pouvoir utiliser peut-être dans notre handler, parce qu'on a un cas super simple, directement notre objet ORM, on est capable d'optimiser des choses qui sont comme peu naturelles quand on travaille en clean architecture ou dans d'autres modèles, où finalement, on va se créer un repository. Si je vais aller chercher juste 4 colonnes, il va falloir que je me crée une autre méthode dans mon repository qui retourne juste ces 4 colonnes-là. Développeur est paresseux, c'est normal, ça ne me tente pas, je vais retourner l'entité au complet. Et voilà. Là, on dit, ouais, mais là, c'est pas performant, tu retournes 80 colonnes, on a besoin de 4. Ouais, je sais, mais DDD, c'est cool.
Mais en utilisant directement notre objet ORM dans le use case, ça devient super facile de faire ce qu'on appelle ici une projection. Donc, on va projeter dans notre ORM les colonnes qu'on veut. Donc, on vient spécifier par notre objet de réponse, ici modèle. Mettons qu'il y a 4 colonnes là-dedans. On vient dire à notre ORM, ben, va juste chercher juste ces 4 colonnes-là. J'ai très peu de code à faire pour y arriver. Je n'ai même pas à mapper moi-même les colonnes de mon entité source vers mon entité de destination qui pourrait être votre DTO dans d'autres contextes. Depuis tantôt, je parle de refactoring. Parce qu'évidemment que ça ne sera pas toujours aussi simple la vie. On va avoir des bouts de code qui vont s'allonger. Ici, j'ai un handle qui vient d'un exemple de Bogart, justement, qui est devenu un peu complexe. Puis on commence à avoir beaucoup de code là-dedans. On veut calculer la valeur ici, la date d'expiration, on veut assigner l'offre, à la fin, on sauvegarde. Puis on a comme 3-4 grandes étapes ici, puis ça devient un peu compliqué. D'accord? La méthode commence à être longue, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, il y a plusieurs opérations. Mais quand on voit ça, ben c'est là que ça devrait nous dire. J'ai dit. Ah, ok, mon erreur. C'est là que ça devrait nous dire finalement qu'on serait sur le point de devoir extraire notre domaine d'affaires de cette structure-là. Donc, on va commencer à faire émerger notre domaine, puis dire, OK, là, ça devient complexe, là, c'est le temps que je fasse du refactoring et que je commence à créer des concepts forts dans mon application parce que là, ça devient pas maintenable. Plutôt que de l'inverse, de dire, ben, je vais mettre un concept fort, puis je vais m'assurer que c'est maintenable, mais des fois, ça l'aurait été tout autant si je ne l'avais pas fait. Donc, si je viens comme détecter ça, puis je vais extraire mon domaine d'affaires de mon handler qui commence à être trop gros. Fait que comme développeur, vous avez juste un endroit à regarder. Vous avez une méthode, handle, qui commence à être longue, puis vous dites, OK, ben là, si celle-là est longue, probablement, il faut que je fasse du refactoring. Après ça, ça devient simple. J'ai une classe qui est grosse, j'ai une méthode qui est trop longue. Il y a plein de fonctionnalités dans vos IDE aujourd'hui qui vous permettent de faire ça simplement. On pourrait se créer des méthodes, commencer par ça, on se crée des méthodes privées dans notre handler. Après ça, on extrait ça dans d'autres classes. On se laisse guider par nos refactoring pour arriver à faire un domaine qui va être finalement orienté pour notre business. Puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a une recette finalement qu'on peut appliquer aujourd'hui. On dit on commence simplement, puis quand on détecte que cette méthode-là, à la limite, on pourrait mettre une règle là, qui roulerait avec un linter ou quelque chose comme ça, que si ça dépasse 35 lignes, ça lève un flag, puis il faut commencer à refactorer. Puis à ce moment-là, on est capable facilement de dire aux gens, ben, aux développeurs, ben là, quand c'est trop gros, tu commences à refactorer. Puis là, tu te poses des questions sur comment tu devrais le faire. Puis là, ben, on modélise comme on aurait voulu le faire finalement dans d'autres contextes. On va le modéliser pour faire sortir nos concepts d'affaires, puis écrire nos classes, les remettre juste à côté pour l'instant, puis se rendre compte plus tard peut-être que c'est un concept qui est généralisé et qui devrait être utilisé à d'autres endroits dans notre application. Et en passant, quand vous faites ça, vous créez une classe, la mettez à côté, essayez d'éviter les common ou les utils, toutes ces patentes-là, qu'au final, ça devient super gros, puis il n'y a rien des features, mais il y a un gros répertoire commun. Là. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne sent pas bon. Donc, il faut surveiller les code smells, regarder notre code. Si ça pue, il faut refactorer, puis il faut prendre le temps de le faire. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va avoir des tests. Puis avec ces tests-là, on va être capable de faire notre refactoring plus en sécurité. Justement, nos tests, qui dit moins d'abstraction, dit probablement moins de mocking, dit moi je suis content parce que moi mocker, c'est pas tant ça que j'aime le faire le matin. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir des tests qui sont plus faciles, plus rapides à exécuter, puis ça nous permet d'avoir des tests qui sont plus unitaires. Là, si on dit que dans notre handler, j'utilise l'ORM, puis peut-être que je fais une requête à une autre partie web, là, ça vient de défaire un peu toutes les stratégies de test qu'on avait, puis toutes les idées préconçues. C'est correct. Mais en même temps, il y a des affaires que vous ne pouvez pas tester quand vous faites ça. Je suis arrivé dans un scénario où on voulait gérer la gestion de la concurrence sur une entité d'affaires. On ne voulait pas que deux utilisateurs puissent modifier sans le savoir la même entité puis qu'on ne génère pas d'erreur. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec certaines technologies, la base de données va vous le détecter, va vous lancer une erreur, puis vous allez pouvoir le trapper avec votre ORM. Sauf que là, si vous n'avez pas de vrai BD dans vos tests, vous n'êtes pas capable de tester ça.
Donc, vous allez générer une espèce de mock qui va lancer une erreur de concurrence. Puis là, vous allez faire des super tests qui testent votre mock. Ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur d'affaires parce que si vous ôtez votre mock, ben là, vous ne savez pas si ça marche pour vrai. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la structure qu'on a, c'est qu'on est capable de mapper facilement notre structure de test à nos différents objets qu'on a. Donc, tantôt on avait le comment, le response puis le handler. Maintenant, normalement, notre comment, ça va se trouver être notre arrange dans notre test. Notre handler, c'est là où on va faire notre act, puis on va faire nos asserts sur notre output. Ça devient très facile à tester. De retour à nos tests, ce qu'on va essayer de faire, finalement, c'est de commencer avec des tests d'intégration. Là, vous allez me dire, ouais, la pyramide des tests, t'es fou! On fait des tests unitaires. Oui, sauf que il y a quand même des gens intelligents qui ont fait des livres qui s'appellent, je sais pas, c'est qui connaissent le livre Goose? Growing Object Orienting Program, Software Guided by Test? Oui? Quelques-uns? Honnêtement, celui-là, je ne l'ai pas fini. Il se rendu à moitié, il est tough. Tu ne peux pas le lire en plusieurs jours. C'est un exemple de code qui évolue dans le temps, c'est tough. Ce que ça nous dit dans ce livre-là, c'est qu'on est capable de faire des tests, de driver notre développement par des tests, mais en partant par des tests plus larges, donc des tests d'intégration. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Outside-In TDD aussi. Donc, on va faire un test à plus large spectre. Pour après ça, une fois qu'on a fait ce test-là puis qu'il fail, on va se servir des TDD plus classiques à l'intérieur de nos différents objets pour arriver à créer notre code pour répondre à ce use case-là. Puis à la fin, notre test large va se mettre à passer. Donc, on a un test plus large, plusieurs tests unitaires, puis on vient bâtir finalement notre pyramide des tests comme ça. Donc, ici, ce qu'on dit, bien, on préconise les tests d'intégration pour commencer. Puis quand on se retrouve à avoir une structure compliquée puis on fait du refactoring, bien là, on va faire des tests unitaires sur ce domaine-là. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Puis, on s'assure d'avoir une couverture de test qui est quand même optimale. Comme je disais, si on fait du refactoring et qu'on a déjà nos tests d'intégration, on a déjà un certain filet de sécurité pour arriver à faire l'extraction de notre domaine. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une BD en conteneur Docker sur notre poste. Donc, on part carrément un serveur de base de données en local quand on exécute nos tests. Puis, tout est automatisé. Là, on roule les tests, ça part. Puis, à ce moment-là, on peut créer une base de données, créer une structure de données, insérer les données, les supprimer. Évidemment que certains tests vont devoir rouler en séquence parce qu'ils jouent sur les mêmes tables, les mêmes données, donc c'est à faire attention. Puis, ça va créer probablement un délai dans l'exécution des tests. Donc, si vous avez des systèmes qui deviennent très gros, il y a différentes approches qu'on peut prendre. On peut séparer en plusieurs bases de données. Donc, on peut décider de dérouler plusieurs tests, de créer plusieurs bases de données dans le même conteneur. Chose qu'on a faite. On a, mettons, 5 bases de données qui ont la même structure, mais qui sont exécutées, qui sont utilisées par des séries de tests différents. Comme ça, on se pile moins sur les pieds. Fait qu'on peut venir segmenter un peu nos cas de tests comme ça. Un petit peu moins de conflits. Puis ça nous permet de dérouler un peu plus en parallèle. Donc, à première vue, ça a l'air de quelque chose qui est comme pas vraiment viable, mais quand on se met à y réfléchir, on trouve des solutions qui sont différentes aussi. Donc, nous, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Puis, on utilise le root de composition, le DI container, pour aller moquer finalement différentes parties de l'application. Donc, en .NET, là, ceux qui font les API un peu, là, on a comme un programme qui démarre au début puis qui charge configure toutes les dépendances dans notre DI container, tout ça, mais on est capable, dans nos tests, de venir remplacer certains objets facilement. Donc, on vient dire, admettons, l'appel du service externe, lui, au lieu de l'appeler directement, on va vraiment, lui, générer un mock là. Mais à ce moment-là, on le configure à un seul endroit, puis tout le code où on pourrait y avoir accès, bien, il va être remplacé automatiquement. Plutôt que d'avoir des mocks à définir à chacun des classes, puis qu'on les injecte à chaque fois. Puis on peut, de cette façon-là, on moque les dépendances externes à notre système, puis on est capable de gérer ce qu'on veut avoir en intégration versus ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, on contrôle quand même, d'une certaine façon, la portée de nos tests. Donc, je l'ai déjà dit, mais en gros, ce qu'on fait des tests d'intégration sur la partie à laquelle on commence. Puis, si jamais on sort, on extrait un domaine d'affaires plus riche et tout ça, bien là, on va venir faire des tests unitaires sur cette couche-là, cette partie de l'application-là. Je parle, mais c'est chasse. Good. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, nous autres, dans 2 projets.
chez Vauban. Dans le fond, le premier projet, ça a quand même bien été. On n'a finalement pas eu de complexité qui a émergé. Ça s'est comme conservé au même état donc avec des handlers, puis il n'y a presque rien qui s'est ajouté là, peut-être à 2-3 endroits, mais ça a bien vieilli. Honnêtement, dans un autre projet, ça a été un petit peu moins bien. En gros, c'est qu'on avait des projets où on se disait, bien, probablement qu'il n'y a pas de complexité, là. On prend des données d'une place, on les passe à un autre système, ils nous retournent des résultats, puis on les affiche ou on les repasse à un autre système. On ne voyait pas trop, à première vue, avant de commencer le projet, une complexité dans ce qu'on avait à faire. Par contre, on a découvert en cours de route. C'est ça un peu la beauté de l'agilité, c'est qu'on y va par itération, on se donne le droit de ne pas tout savoir avant de commencer, de ne pas suranalyser. Puis, une fois qu'on découvre les problèmes, on s'adapte, puis on réagit, puis on change la structure de notre code en conséquence. Donc, la première leçon, c'est surveiller les code smells. Parce que quand même qu'on le dit, puis qu'on dit, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a un handler, s'il vient trop gros, un refactor, ça ne veut pas dire que tout le monde va se donner la peine de faire ça. Donc, nous autres, ça a été dans un des projets quelque chose qu'on n'a pas assez surveillé, on l'a pris un petit peu trop sur le tard, puis honnêtement, ça s'est fait comme en un mois, 2 sprints. J'ai regardé un sprint X, ça marchait bien, 2 sprints après, j'ai dit, oups, on l'a échappé. C'est à faire attention. Donc, le processus de revue de code, assurez-vous tout le temps de toujours garder en tête ces éléments-là. Et évidemment, ça demande plus de réflexion. Donc, qui dit refactoring puis faire émerger un domaine riche demande de penser à comment on va le modéliser et tout ça. C'est peut-être moins orienté sur les données comme telles, comme je disais, ça va être plus orienté sur les use cases. Donc, c'est un petit peu différent de la manière de conceptualiser. Fait que ça va peut-être, à certains moments, demander un peu plus de réflexion puis à développer des réflexes. Évidemment, c'est une technique, une pratique qui est moins répandue, donc on a moins de recettes toutes faites pour toutes les problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. Par contre, en tant que développeur, puis qui aime ça faire de l'ingénierie, c'est super le fun parce qu'on travaille sur les problèmes juste quand on en a, puis on ne se sent pas embourbé dans une structure qui est lourde pour rien. Puis là, je dis ça, puis Clean Architecture, ça fonctionne bien. Si vous avez un contexte complexe, puis vous le savez d'avance, puis il va y avoir beaucoup de règles d'affaires, je vous dirais, commencez d'abord avec une structure que vous savez que ça va marcher. Si, à l'inverse, Clean Architecture, c'était la façon, ou un autre principe, c'était la façon que vous travaillez parce que ça a toujours été celle-là, bien, peut-être d'essayer de nouvelles techniques dans une partie d'application, ça peut être intéressant. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il y en a beaucoup qui mentionnent, ouais, mais là, si tu sépares toutes les use cases en différentes classes, la maintenance va devenir terrible parce que si je veux changer ma base de données, bien, il va falloir que je le change à 75 millions d'endroits. Bon, premièrement, on l'a dit tantôt, ça n'arrivera pas. Deuxièmement, si ça arrivait, je serais surpris de voir le projet qui va dire « Hey, on change la base de données, on commence ça mercredi, on finit ça dans 3 mois, on se revoit les gars. » Ça n'arrivera pas non plus. Donc, vous allez vouloir le faire partie d'application par partie d'application, puis livrer les morceaux de manière incrémentale, si on est en agilité. Donc, le fait de travailler en tranche verticale comme ça va vous aider aussi à pouvoir changer les scénarios un après l'autre, puis pas les faire en bing-bang quand vous avez des changements comme ça. Puis pour certains scénarios, vous allez décider d'utiliser, mettons, peut-être que Entity Framework pour les gens .NET ou Hibernate pour les gens Java. Ça fonctionne pour 95% des cas, mais il y a un cas là, où j'ai une requête compliquée de recherche qui allait à prendre super longue, puis là, ben, Entity Framework, j'ai comme de la misère à le faire marcher. Bien là, vous pouvez, pour ce scénario-là, directement utiliser des requêtes SQL, puis vous n'avez pas de l'impact sur tout le reste, puis vous n'avez pas une classe qui a comme des fois une façon de faire, l'autre fois une autre façon de faire. Ça devient un peu plus facile de se donner le droit de changer les choses à la pièce. Donc, les éléments à retenir, les tranches verticales, ça rend le code plus facile à modifier. Je ne dis pas maintenir, mais moi je trouve que c'est plus facile à modifier parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait où est-ce qu'on doit intervenir. L'architecture du domaine va émerger avec les refactorings, tant aussi longtemps que vous donnez le droit de les détecter et de faire du refactoring. En passant, vous ne devriez pas négocier vos refactorings avec vos gestionnaires. Tout ça. Ça devrait juste faire partie de votre travail. Puis, le domaine riche va se créer progressivement au besoin. Quand on n'a pas besoin, on n'en fait pas. Puis, au niveau des tests, bien oui, ça change la façon de tester. On va faire les tests d'intégration un peu plus. On va les faire à un certain niveau, ce qu'on appelle les handlers. Puis, on va faire les tests unitaires sur notre domaine directement. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis quelques ressources ici. Donc, le premier article de Jimmy Bogart qui présente succinctement les concepts. Il y a un exemple d'implémentation sur son repo GitHub, le Contosville University, qui est un Razor Pages, qui est une twist un peu intéressante aussi. C'est une application UI qui donne un exemple de comment il l'aurait implémenté. Puis, on a aussi un article de
où on parle plus de l'aspect cohésion, structure de code, de Derek Comartin, codeopinion.com, que j'aime beaucoup, que vous pouvez aller voir là. Puis, voilà. J'espère que ça va vous donner le goût d'essayer ça, que ça va vous ouvrir les horizons un peu, ramener peut-être un peu plus d'agilité dans vos choix d'architecture. Puis, je serais très, très intéressé s'il y en a qui décident de l'utiliser, qu'on partage là-dessus éventuellement. Puis, sinon, je vous souhaite un bon reste de Agiletour. On a 5 minutes pour les questions, s'il y en a qui en ont. Le micro est juste ici. Il faut aller juste au micro. En quoi est-ce que c'est différent d'une AOS? Architecture orientée service. En fait, ici, on s'intéresse plus à l'intérieur d'un service, plus qu'à l'architecture. Quand on parle d'orienté service, généralement, on va parler peut-être au sein d'une organisation du découpage en services de différentes fonctionnalités de notre entreprise ou des fonctions d'affaires qu'on doit soutenir. Là, on parlait ici plus à l'intérieur d'un service, comment on va structurer le code. Donc, ce n'est pas quelque chose en opposition, c'est vraiment un qui vient soutenir l'autre, finalement. D'autres questions? Personne n'a vomi? Ça choque un peu, mais on s'habitue. Allons. Hop, Guillaume. Ah, et non, mais. Une question. Quand on fait la clean architecture, généralement, c'est facile pour les juniors car c'est vraiment structuré, ils savent, on leur explique bien comment c'est. Là, je vois bien le point où c'est facile, hein, tant que c'est pas sortir du domaine parce que c'est toujours pareil, on met tout le code à la suite, donc c'est vraiment simple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque au moment où est-ce qu'on doit sortir du domaine, enfin extraire un domaine plus enrichi, où justement là, il faut plus d'expérience, où il faut plus encadrer des gens à ce niveau-là pour avoir quelque chose qui soit pas... Oui, c'est l'enjeu pour vrai. Puis moi, c'est ce qui me faisait peur d'aller avec un autre style d'architecture avant. Quand j'ai pris le choix d'aller vers CleanArch avant, c'était ça. Je trouvais que c'était plus encadrant. Puis c'était aussi plus facile, je trouvais, de dire aux gens, ben là, on a un petit peu trop de structure, mais on sait qu'on est propre, versus, ben là, quand c'est le temps, il faut venir leur expliquer que là, c'est pas propre, puis il faut le refactorer. C'est sûr que je ne conseillerais pas ça à une équipe, mettons, de gens qui sortent de l'école et qui n'ont pas vraiment d'expérience pour détecter des problématiques. Par contre, c'est un beau... Moi, je trouve ça intéressant en termes d'équipe pour apprendre. Si vous voulez vous challenger, c'est facile quand même d'identifier les points à surveiller. Dans le sens où il y a les handlers, puis c'est ça qu'il faut surveiller en premier. Puis après ça, oui, il faut modéliser les autres éléments de domaine. Mais je dirais qu'en CleanArch, on va le faire quand même. C'était pas tant plus maîtrisé non plus en Clean Architecture. Je pense que le problème est un petit peu exacerbé en Vertical Slice, mais ça permet d'accélérer. Puis, comme je disais, l'architecture, c'est un compromis. Il faut voir où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Puis, s'il y a une équipe plus jeune, peut-être faire attention. Si vous sentez que vous êtes prêt, moi, je sentais que j'avais les équipes pour faire ça, donc j'ai essayé de l'essayer. Puis, certains cas, ça a bien été. L'autre, il a fallu surveiller, puis c'est ça. Mais c'est le risque à prendre. Salut. Bonjour. Peut-être que mon CleanArch est un peu bâtard, là, mais il me semble qu'il y a certains points que tu as nommés comme avantage dans l'architecture verticale qui est aussi possible dans le CleanArch. Oui, comme je disais d'entrée de jeu, c'est que souvent les gens, pour une raison que j'ignore, n'ont pas modélisé de la même façon, ont pris des tangentes avec CleanArch qui se trouvent à dénaturer un peu ce qu'on voulait faire avec CleanArch. Quand j'ai vu ça, je suis tombé dans des équipes où ils marchaient de cette façon-là, comme je disais, séparés par couches techniques, puis pas. Puis là, tu as le choix de te battre à dire, finalement, c'est pas comme ça qu'on le fait. Mais on ne va pas gagner l'aspect simplicité avec CleanArch quand même, que des fois, on a des classes passe-plat, on va avoir quand même beaucoup de structures, puis beaucoup de fichiers pareils à naviguer à travers. Tandis qu'avec Vertical Slice, on est capable d'avoir quelque chose de plus simple quand on a des cas plus simples. C'est pour ça que je suis allé vers là, mais effectivement, qu'on aurait pu prendre le choix de dire, on a juste mal compris comment CleanArch fonctionnait, puis on peut travailler mieux dans CleanArch. Puis comme je disais, le dernier chapitre, le Missing Chapter dans le livre, il est vraiment important. Là. Deuxième question. Moi, je suis une fan de Java. J'ai l'impression que mettre plusieurs classes dans le même fichier, c'est pas tant possible qu'ils soient toutes sur le même niveau. Je peux inclure des classes à l'interne, tout ça. Mais est-ce que c'est pas un peu s'attacher à la technologie, mettons C# que de dire je vais faire du CleanArch?
y a des langages que Ben, je vois dans le comme code moins- que j'avais là, ils étaient tous au même niveau. Là. Ils n'étaient pas imbriqués. Ils étaient dans le même package, si on peut parler OK. comme Java. Fait que ça se fait aussi de cette façon-là. C'est juste que moi, plutôt que de répéter les noms partout, je trouvais ça plus pratique de faire des classes imbriquées, mais c'est pas un requis pour Fait que je l'implémentation. pourrais quand même avoir plusieurs classes dans le même package qui gèrent mon. Oui, puis c'est mon juste flow. la façon OK. de les mettre dans le même fichier pour que ce soit plus facile à repérer. Là. Merci. Il y a des exemples en Java que j'ai trouvé aussi d'ailleurs que vous pouvez regarder. Il n'y aura peut-être pas tous les mêmes outils qu'on a en .NET parce que ceux qui ont poussé cette technologie, cette façon de faire-là ont développé des outils. Mais plutôt que d'utiliser Mediator, on peut tout simplement appeler la classe directement, puis ça se fait quand même. Merci. Ça fait plaisir. Fait que ça fait le tour. Fait que, allez-vous-en. On va faire le test du mic. Mike, es-tu là, Mike?